cette sculpture nous raconte une partie d'histoire de la légende de Sedna. C'est l'histoire d'une jeune fille inuite, Sedna, qui va se marier. Elle part loin de sa famille avec son nouvel époux. Un jour, son père lui rend visite. Et là, il découvre qu'en fait, Sedna n'est pas heureuse. Elle a épousé un être maléfique, un très mauvais sorcier. Ce mauvais sorcier lui mène la vie dure. Le père de Sedna décide de la sauver. Ils partent donc ensemble sur la mer pour fuir dans un kayak, donc ces petites embarcations inuites. Le grand sorcier se rend compte de la supercherie, il découvre que Sedna est partie, et là, dans une grande colère, il déclenche une tempête. Au cours de cette tempête, Sedna va tomber à l'eau. Malheureusement, dans l'accident, une partie de ses mains va finir par se couper. Et ses doigts, en tombant à l'eau, se sont transformés en animaux marins. Donc, des morses, des phoques, des baleines, qui sont ainsi créés. Alors Sedna, quant à elle, elle va tomber au fond de l'eau et elle va y vivre depuis en tant que déesse de la mer. C'est elle donc qui va contrôler tout cet écosystème, qui va contrôler au fond marin et aux créatures marines, qui va permettre aux Inuits, qui étaient à l'origine chasseurs et pêcheurs, donc de se nourrir. Sauf que parfois, la déesse furieuse des mauvaises actions humaines va avoir les cheveux hirsutes, donc dressés sur la tête, et là les poissons vont être emprisonnés dans ses cheveux, comme dans un filet finalement. Pour pouvoir continuer leur pêche, les Inuits vont envoyer une personne importante de leur communauté, donc le chaman, qui va être chargé d'aller négocier au fond de l'eau avec Sedna, la recoiffer, la calmer finalement, pour qu'elle libère donc les poissons. C'est donc ici la représentation dans cette sculpture d'une déesse qui est très importante et qu'on va retrouver dans toutes les communautés inuites sur le nord de la planète. Dans cette sculpture, ce qu'on va reconnaître en priorité, ça va être le visage. Donc ce visage tout rond avec ce grand nez triangulaire, on reconnaît également la bouche et puis les yeux. Ensuite, on va reconnaître plus difficilement peut-être la forme qui est en dessous, qui représente en fait une main. Donc une main qui est sous Sedna, sous ce personnage, et dont le bout des doigts sont en fait des animaux. Ici, on a une représentation qui est très contemporaine. Il en existe d'autres. Les sculpteurs inuits d'aujourd'hui la représentent souvent avec cette queue de sirène. On reconnaît ici également sa longue chevelure. Ça, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a encore quelques années. Alors, on est face à des sculptures en pierre qui sont assez lourdes. Là, il s'agit de stéatites, donc c'est des pierres qu'on va trouver régulièrement au nord du Canada. Donc des sculptures qui peuvent être assez grosses, assez lourdes, comme notamment celle-ci, et qui sont donc des sculptures contemporaines qu'on ne va pouvoir faire qu'aujourd'hui. Les Inuits, traditionnellement, étaient nomades, donc ils se déplaçaient avec leurs traîneaux. On ne pouvait pas emmener de grosses statues comme celle-ci en pierre très lourde sur les traîneaux. Donc les représentations étaient toutes petites. C'est des petites figurines, des sortes de petites amulettes. Et aujourd'hui, maintenant que beaucoup de choses ont changé, que les Inuits ont donc des maisons, par exemple, ils peuvent se permettre de représenter leurs histoires, qui, elles, par contre, sont très anciennes, toujours les mêmes, les représenter, mais par contre sous des formes beaucoup plus importantes, beaucoup plus imposantes. Les Inuits sculptent leur mode de vie, leurs traditions, leurs croyances, et ils sculptent beaucoup les animaux qu'ils aiment observer dans la nature. Parmi tous les animaux de l'Arctique, il y en a un qui a une prédominance, bien entendu, c'est l'ours blanc, le nanook. C'est lui qui domine la hiérarchie du monde animal. Il est puissant, il est rusé, et il est admiré pour sa force et son ingéniosité. Il est le seul à se déplacer aussi bien sur la terre et dans l'eau. Et puis aussi, il peut se tenir debout. Beaucoup de sculpteurs représentent ces ours debout, dans une posture qui ressemble à celle de l'homme, comme cette petite sculpture également. Beaucoup aussi de sculptures sur une patte, des postures qui ne ressemblent pas forcément à l'animal dans le monde naturel, mais qui veulent représenter une posture humaine. Les artistes veulent représenter ici le lien très fort qui existe entre le monde animal et le monde des humains, puisque les humains
peuvent communiquer avec les animaux comme avec des personnes. C'est l'esprit de l'animal qu'il a voulu ici représenter, expliquant ainsi pourquoi certains hommes peuvent se transformer en ours et l'ours se transformer en humain. Dans beaucoup de récits mythiques de la mythologie inuite, eh bien, on retrouve ces histoires expliquant que des hommes, des femmes, et beaucoup de femmes d'ailleurs, qui veulent se venger de leur mari et avoir une toute-puissance, se transforment en ours. Les Inuits pensent que le monde humain, mais également toutes les créatures naturelles, les arbres, les oiseaux, les belugas, les archanges, les montagnes, les rivières, mais également nos ancêtres, sont habités, sont animés par les âmes. C'est une sorte de religion, ça s'appelle animisme. Et pour se mettre en accord, en harmonie avec ce monde, ils ont un personnage très important dans leur culture. Il s'appelle un chaman. On le voit ici avec ses mains levées vers le ciel. On voit ici le contour de ses doigts sur les deux côtés en haut. Mais on voit également un instrument de musique très particulier. C'est un tambour. Et c'est ce son-là qui va accompagner les rites chamaniques. Ce sont des cérémonies qui seront accompagnées avec cette musique-là, mais également avec des danses et des prières pour demander une chasse fructueuse, une bonne pêche ou pour demander une guérison. Cette sculpture est travaillée dans une matière naturelle et assez rare. C'est l'os de baleine. On va voir une femme et un homme. Ils sont en train de chasser pour l'homme, dans sa main, une arme de chasse, c'est un harpon, et la femme va être représentée avec une activité traditionnellement féminine pour les Inuits. Elle est en train de pêcher, vous la voyez avec une canne à pêche, avec un tout petit poisson en bas. Ce sont leurs activités de survie. C'est avec la pêche et la chasse qu'ils vont se procurer de la nourriture, qu'ils vont également obtenir des peaux pour réaliser leurs vêtements. Mais également pour couvrir leur maison d'été. Et c'est également avec cette grâce animale qu'ils vont obtenir une source d'éclairage pour leur maison. Sur le dos de cette femme, on va voir un capuchon assez profond, un capuchon assez long, et c'est ce capuchon qui s'appelle amoti. Ce capuchon va servir aux femmes inuites pour porter leur bébé jusqu'à l'âge de 2 ans. Par le temps hivernal, la température peut descendre jusqu'à moins 40 degrés. Le vent est très fort, la neige est abondante, donc il faut protéger le bébé. Mais il faut également couvrir toutes les parties de son corps. Les mains de la femme et de l'homme seront couverts avec des moufles. Ces moufles, comme la plupart des vêtements portés par les Inuits, est confectionné et réalisé en plusieurs couches de la peau animale. Les Inuits vivent dans une relation étroite et très profonde avec le monde naturel. Vous le voyez ici représenté avec un oiseau. L'oiseau est en train de plonger en bas vers le socle de la sculpture pendant son vol. Il est entouré par de belugas. Ces belugas vont nous dessiner des virgules avec leur queue. Tout en bas, on va retrouver un archange des neiges. Ce que Jake Kadluk a voulu nous expliquer, c'est le mode de vie des Inuits qui est très lié à la nature. Il a voulu nous présenter toute l'importance du chaman dans la culture inuite.